New York, Manhattan, 11 septembre 2001, 8 heures du matin. Les New-Yorkais se rendent au travail. C'est une journée d'automne qui s'annonce comme toutes les autres. Mais ce que les New-Yorkais ne savent pas, c'est qu'en ce moment même, l'état-major se réunit à la Maison-Blanche. Dans un quart d'heure, l'opération la plus importante de l'histoire des États-Unis sera déclenchée. Une opération top secrète ordonnée et décidée par le président lui-même. 8h46, le vol American Airlines 11 s'encastre dans la tour nord du World Trade Center. 4000 Juifs ne sont pas venus travailler ce matin. Ils ont été prévenus par le Mossad la veille. 9h03, le vol United Airlines 175 percute la tour sud à la hauteur du 102e étage. L'état-major américain lance un missile sur le Pentagone. Conformément au plan, il atteint sa cible à 9h40. À 10h, la tour sud du World Trade Center s'effondre. À 10h10, Washington lance un deuxième missile qui s'écrase en Pennsylvanie, près de Shanksville. Au même moment, à Gaza, les agents du Mossad distribuent des bonbons à la population palestinienne pour provoquer des scènes de joie. Le FBI peut alors envoyer à la presse des avis de recherche prêts depuis des semaines. 19 islamistes, à la solde d'Oussama Ben Laden, sont désignés comme les boucs émissaires de l'opération. Mission accomplie, le bilan est de 3000 morts. George W. Bush et ses faucons ont réussi leur coup. Ils peuvent maintenant procéder tranquillement au remodelage du Proche-Orient. Bien sûr, tout cela est faux. Pourtant, ces contes à dormir debout ont été écrits, publiés et diffusés à grande échelle à travers la planète. Qui se cache derrière ces histoires invraisemblables et comment en est-on arrivé à offrir des tribunes à ces délires? C'est l'histoire de ce film, l'histoire d'une défaite de la raison. Le grand complot de l'administration américaine. Pas d'avion sur le Pentagone. Les prétendus terroristes sont encore en vie. Ces fictions catastrophes, nous avons été des centaines de milliers à les gober dans le monde entier. Dès le lendemain du 11 septembre 2001, la planète a été saisie d'une véritable fièvre conspirationniste. Voici l'histoire d'une effroyable imposture. Une imposture qui commence en France avec un homme, Thierry Meyssan. Aujourd'hui, ce journaliste est un auteur de best-seller mondialement connu. L'effroyable imposture a été traduit en 28 langues et s'est vendu dans plus de 50 pays. Espagnol, allemand, ça c'est en coréen et ça c'est la version sud-américaine. Ça, faut pas me demander dans quelle langue c'est. En plus, il y a des versions pirates aussi qui existent. C'est assez curieux. Ne pas être fier de ça. Le 11 septembre 2001 aura fait au moins un heureux. Thierry Meyssan est aujourd'hui un homme richissime. Sa fortune, il la doit à cette incroyable thèse: aucun avion ne s'est écrasé sur le Pentagone. Mais si ce n'est pas un avion, alors c'est quoi? Cet attentat n'a pu être perpétré qu'au moyen d'un missile. Donc il fallait au moins qu'il y ait des complices dans l'état-major interarmes de l'armée des États-Unis et à la Maison-Blanche, dans le cabinet du président Bush. Je pense que ces attentats ont pour but de justifier d'un virage dans la politique intérieure et extérieure des États-Unis et de l'imposer, ce virage, au président Bush. Mais sur quoi s'appuie Thierry Meyssan pour lancer cette théorie du complot? À la base, une photo, une simple photo. C'est la première photo officielle du Pentagone prise juste après les attentats. Thierry Meyssan la retourne dans tous les sens et constate: il n'y a pas de débris d'avion. Quand on regarde les photos officielles de l'attentat, on constate que l'objet qui a servi à l'attentat est rentré au rez-de-chaussée du Pentagone par une porte cochère qui sert habituellement à faire passer des petites camionnettes de livraison. Et il n'a pas abîmé le chambranle de la porte.
Donc ça ne peut pas être un Boeing de 38 mètres de large et de 12 mètres de haut qui rentre par une petite porte. Moi, je vous demande où sont les moteurs de l'avion. Pour le savoir, nous avons consulté un spécialiste. Jacques Rolland, ancien général de l'armée de l'air, est aujourd'hui le meilleur expert en crash aérien auprès des tribunaux. Nous lui avons posé la question, où est l'avion ? Il n'est pas du tout évident de comprendre qu'effectivement, dès que vous avez un choc à l'avant, l'ensemble s'enfonce à la vitesse de pénétration, en fait. Et le premier point dur se trouve ici. Tant que vous n'arrivez pas là, l'avion, c'est du papier. Et après, les ailes se replient, les moteurs se rapprochent du fuselage, mais la partie centrale est une partie qui est largement et suffisamment ouverte pour avoir laissé passer l'ensemble du fuselage et des ailes repliées. Donc ce qui se passe, c'est que vous avez effectivement du carburant qui brûle à des températures élevées, entouré d'alliages légers qui font à 600 degrés. Il est certain que vous ne retrouvez que des flaques d'eau, enfin des flaques d'aluminium. Et les fameuses photos suffisent-elles à contredire la version officielle ? Là, nous sommes sur des photos prises de l'extérieur. Les éléments intéressants dans le cadre d'une recherche de faits réels se situent tous à l'intérieur des bâtiments. Ces photos sont manifestement un choix fait par l'auteur pour certainement démontrer quelque chose. Ici, on est dans un gentil roman et bon, agréable à lire, mais enfin, ça reste un roman pour moi. En partant de quelques photos et sans avoir enquêté sur place, Thierry Meyssan lance le best-seller de l'année 2002. La raison de ce succès ? Une stratégie marketing sans faille. La thèse du missile sur le Pentagone, une opération de matraquage qui commence sur le net. On a même trouvé des présentations un petit peu attrayantes pour attirer l'attention des gens sur le problème. Pour faire entrer dans la tête des gens sa thèse hallucinante, Meyssan n'hésite pas à créer sur le net un jeu, le jeu des 7 erreurs. Le principe est simple, toujours les mêmes photos et des questions dont les réponses sont écrites à l'avance. Oui, que c'est étrange. C'est très fort parce que justement, il prend les gens à témoin. Son discours, c'est constamment regarder la photo, regarder les déclarations qui ont été faites, regarder les incohérences et tout. Et là, on est acteur. Pierre Lagrange est sociologue. Il s'intéresse à ceux qui croient aux soucoupes volantes. Entre leur rhétorique pseudo-scientifique et celle de Meyssan, il a remarqué des similitudes. On est tous dans cette idée qui est liée un peu à la vulgarisation scientifique, que la réalité est en accès direct. Et on n'a pas ce réflexe qui consiste à dire « je ne vois pas quelque chose sur la photo, mais ça correspond peut-être à un truc qui m'échappe complètement ». Et tout d'un coup, tout le monde se met à regarder ces petites choses en disant « mais oui, effectivement, il y a un problème là. Là, il y a notre problème, là, il y a un truc qui cloche et tout ». Et il renverse complètement, comme une série de dominos, il renverse complètement la réalité. Pour ce qui est du conspirationnisme, plus particulièrement, il est évident qu'Internet est un vecteur formidable pour toutes les thèses qui sont un peu déviantes du discours officiel. Guillaume Brossard est directeur du site Hoaxbuster, un site qui traque les rumeurs sur le net. La technique dont Thierry Meyssan s'est servi pour répandre sa théorie est un procédé publicitaire qui a déjà fait ses preuves, efficace et gratuit. Le marketing viral fonctionne comme un virus, c'est-à-dire une fois que je suis convaincu de quelque chose, je vais moi-même transférer l'information à mes contacts. Et ce n'est pas le diffuseur de l'information qui va aller à mes contacts. Quand je regarde le journal de 20 heures, on me donne l'information. Je la prends, j'en fais ce que je veux après. Là, je vais chercher moi-même l'information, puisqu'on me pose des questions, je me fais ma propre opinion, et c'est moi qui influence mes contacts à avoir le même point de vue que moi. C'est incroyable ce que j'ai vu, il n'y aurait pas d'avion qui se soit écrasé contre le Pentagone. Pour t'en convaincre, va voir à cette adresse. L'internaute part du principe qu'à partir du moment où c'est publié quelque part, c'est que l'information a été vérifiée. Encore une fois, c'est toujours le même, ça fonctionne toujours sur le même principe. Très vite, après la sortie du jeu, les internautes demandent à Guillaume d'enquêter sur cette rumeur. Il décide alors de contacter Thierry Meyssan. La réponse de Meyssan était assez symptomatique. Il nous disait à ce point-là de l'enquête, il ne m'est pas possible d'en dire plus concernant d'éventuels spécialistes. Par contre, je pourrais vous en trouver, il y en aura plus tard à un autre moment, à une autre étape de cette histoire. Ça voulait donc dire que derrière
les expositions qu'il y avait sur Internet, il y aurait des étapes qui suivraient effectivement. Alors que les décombres du World Trade Center et du Pentagone fument encore, Messan fait croire à des dizaines de milliers d'internautes qu'aucun avion ne s'est crashé sur le Pentagone. La théorie du complot est née. Avec 85 000 connexions par jour, le jeu des 7 erreurs est le succès Internet de l'année. Les internautes ont mordu à l'hameçon. Le livre peut donc paraître. Le livre était secret. C'est-à-dire que personne n'était au courant de ce livre quasiment avant sa sortie. Pas facile de trouver un éditeur pour publier une thèse aussi fantaisiste. Mais Thierry Messan rencontre Patrick Pazin, le directeur des éditions Carnot. Qu'est-ce qui l'a décidé à publier un livre dont ses confrères ne voulaient pas? La première fois, on a passé 4 heures ensemble, quand on a commencé à parler de ce livre, 4 heures où donc Thierry Messan me présentait des éléments, je me faisais l'avocat du diable en disant oui mais etc. etc. Et à chaque fois il avait réponse à tout ce que j'avançais. Et puis donc il m'a fourni, je vais pas dire une tonne d'éléments mais beaucoup, que j'ai fait vérifier de mon côté. L'expert en question le voici, Pierre-Henri Bunel, cité dans les remerciements du livre par Thierry Messan. Souvenez-vous, c'est l'ancien officier de l'armée française condamné à de la prison ferme pour trahison au profit des Serbes pendant la guerre au Kosovo. Il est la caution scientifique de Thierry Messan et de son éditeur. Je peux vous dire que si un Boeing 757-200 était tombé sur le Pentagone, on aurait trouvé beaucoup plus de choses que ce qu'on prétend avoir trouvé. Quand il n'est pas en train d'expertiser des photos, Pierre-Henri Bunel écrit des articles dans Jeune Résistance, magazine d'un groupuscule d'extrême droite qui a planifié un attentat contre le président Chirac. Le conseiller scientifique de Thierry Messan participe aussi à des conférences organisées par Énergie Libre, une association qui a de curieuses préoccupations. Ils ont fait allusion effectivement aux Illuminati, ils ont parlé des reptiliens, ils ont parlé d'un tas de choses. Il y a une question qu'on m'a posée, est-ce que au cours de ma carrière militaire dans des endroits un peu bizarres, j'ai eu contact avec des extraterrestres? Je leur ai dit non, j'ai pas eu. Bon. Alors, moi je ne crois rien, je n'ai pas d'a priori. Personnellement, je n'ai pas de contact avec les extraterrestres. Ça ne saura tarder puisque les ovnis, c'est aussi un créneau des éditions Carnot. Du danger du téléphone portable aux amours polysexuels, chez cet éditeur, on pense que la vérité est ailleurs. De la mort de la princesse Diana en passant par le 11 septembre, comment arrive-t-on à ce curieux mélange? C'est pas parce qu'on a fait un livre sur les ovnis ou sur Diana ou etc. Que forcément tout est condamnable. En clair, considérons que nous sommes courageux, oui, ça c'est sûr. Courageux mais surtout rusé. Pour le lancement du livre, tous les ingrédients sont réunis. Un auteur, un expert et un éditeur avec de bons contacts qui a un dernier atout à jouer. Vous aviez un plan presse pour le lancement du livre? Comment... Oui. Oui. C'était quoi le plan presse? Un passage dans une émission de télévision. Point. Et l'émission, c'était quoi? Thierry Ardisson. J'accueille Thierry Messan. Thierry Ardisson, la star du petit écran en France, rassemble tous les samedis soirs 2 millions de téléspectateurs. Là, il est plus tout seul, il a une partie des gens avec lui qui vont réfléchir. Ça ne veut pas dire qu'ils vont forcément croire son discours. Ça veut dire qu'on est quand même interpellé quand on voit son intervention. Et il est clair que Thierry Ardisson, comme le public, a réagi de la même manière. Maintenant, n'importe qui peut regarder la photo qui est sur la couverture du livre, qui est la photo d'Associated Press, qui est la première photo qu'on ait prise après l'attentat. C'est pas quelqu'un qui vient nous faire un cours en disant « moi je suis l'expert, vous la fermez et vous écoutez ». On se retrouve tous justement dans cette position d'expert potentiel et on voit ce qu'il voit. C'est ça qui est extrêmement fort. C'est que quand il montre la photo, on dit « ben oui, il n'y a pas d'avion ». C'est pas bien difficile de comprendre que ça n'est pas possible. Ouais. Et puis en plus, c'est bizarre qu'un avion... On est dans un discours de la preuve scientifique, dans une argumentation, et on ne se rend pas compte qu'on a complètement dérapé et qu'on est en train de discuter des choses qui ne sont pas discutables quelque part. C'est ça le problème. Il va introduire un débat là où il n'y est pas, où il n'était pas, il devait pas être, il n'était pas. Thierry Messan, 11 septembre 2001. D'un coup, il y avait un effet boule de neige, si vous voulez, parce que ce qui avait touché quelques dizaines de milliers de personnes, tout d'un coup, allait éclater. Dans la semaine qui suit l'émission, l'éditeur de Messan reçoit 130 000 commandes. Un record absolu dans l'édition française. Le phénomène Messan est lancé.
il va s'étendre dans toute l'Europe.